Ceci est un message d'Anonymous. Non, je rigole, ce n'est que moi. Ok, c'était nul. Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo d'introduction. J'espère qu'elle vous a fait rire. Ça changera un petit peu de la peur que mes vidéos font un peu aux gens. C'est un peu le but de mes vidéos d'ailleurs. Donc, j'ai un petit truc à vous annoncer. Parce que oui, vous êtes déjà 1000 à me suivre. 1000 abonnés. C'est un truc génial. Merci beaucoup tout le monde. Donc, mes courts-métrages vont commencer. Je vais débuter avec ma creepy catacombe et je suis à la recherche de quelqu'un qui peut modifier quelques séquences de quelques secondes pour ajouter le monstre. Donc si vous vous y connaissez en montage vidéo et que vous pouvez ajouter quelque chose pendant quelques secondes à une séquence vidéo, contactez-moi, laissez-moi un commentaire ou joignez-moi sur Facebook, la page est dans la description. Alors, comme vous êtes beaucoup à aimer Jeff the Killer et beaucoup à apprécier ma version de Jeff, je vais vous faire donc spécialement pour les 1000 abonnés une très longue vidéo avec ma version de Jeff plus ma version de Jeff contre Jane. J'espère que ça va vous plaire et surtout, bonne trouille. Au fait, voilà l'affiche de mon court-métrage. Allez, à tout de suite et bonne trouille. Ça recommençait. Dès qu'il fermait les yeux, Jeff revivait cette horreur. Son frère, allongé sur le sol, se faisait frapper. Jeff avait beau essayer de se débattre, il n'arrivait pas à bouger. Il était pris par une clé de bras. Les hurlements incessants de son frère lui arrachaient les entrailles. L'un des agresseurs avançait vers lui, batte en main. C'est toujours à ce moment-là que Jeff se réveillait en sursaut. Il revivait continuellement cette agression à cause de laquelle son frère était entre la vie et la mort dans un lit d'hôpital. Selon les médecins, s'il s'en sortait, il aurait de grosses séquelles à vie. Ça faisait déjà 2 semaines qu'il était dans le coma. Jeff, lui, était sorti de l'hôpital 3 jours après s'être pris le coup de batte sur le crâne qui l'a assommé. Parfois, il lui arrivait de regarder dans le vide et se mettait à exploser de rire. Les médecins avaient dit que ça pouvait arriver qu'il ait un tel comportement car il pouvait revivre mentalement cette scène mais se voir en tant qu'agresseur, victimisant ceux qui l'ont agressé. Il passait sa journée accompagné de sa mère à l'hôpital, aux côtés de son frère. Son père, lui, ne venait pas. Il se contentait de rester à la maison, enchaînant les bières dans le gosier, à attendre leur retour pour s'en prendre à Jeff. Selon lui, Jeff était le fautif de l'état de son frère, car il n'a pas su le défendre. Donc il s'en prenait à lui, et ne se limitait pas uniquement aux coups de poing, mais sortait sa ceinture pour le punir de ne pas être un bon frère. Mais cette fois-ci, la mère de famille s'est mise à pousser un hurlement de désespoir. Son téléphone lui glissait d'entre les mains. On venait de lui apprendre le décès de son fils, et c'est là que Jeff the Killer est né. Attrapant en plein vol la ceinture de son père, il la lui enroulée autour du cou, en éclatant de rire. Une voix résonnait dans sa tête, et il avait décidé de l'écouter. Sortant de chez lui, Jeff passait devant sa mère qui ne le calculait pas, car elle était trop prise dans son propre désespoir. Il riait. Tout le long du trajet, il avait de gros éclats de rire, jusqu'à arriver sur le lieu de l'agression, où il voyait, assis au loin, ses agresseurs. Ils étaient assis sur un trottoir, complètement alcoolisés. L'un d'eux s'était levé d'un pas malchanceux et regardait Jeff en titubant, tout en sortant un couteau. Jeff mit encore un éclat de rire avant de se placer devant cet homme, réduit à l'état de larve par l'alcool. Il lui a alors pris le couteau des mains avant de se taillader le visage, formant un sourire d'ange.
Pris dans sa folie, il essayait d'assassiner froidement ses agresseurs, mais un sac plein de bière était posé derrière lui, à ses pieds. Il trébuchait et tombait sur un jerrycan d'essence qui était probablement destiné à foutre le feu à la voiture qu'ils allaient voler, selon leur discussion. Le jerrycan ne supportait pas le choc et aspergea Jeff. Avant d'avoir le temps de réagir, l'un des agresseurs lui lançait une cigarette dessus. Le feu se répandait. Ce n'est qu'une semaine plus tard qu'il s'est réveillé à l'hôpital, où il a appris que son père s'est supposément suicidé avec sa ceinture après le décès de son frère. L'hospitalisation s'est passée normalement, mais Jeff revivait le calvaire de son frère dès qu'il fermait les yeux. Parfois, la police venait lui rendre visite en lui posant quelques questions sur ce qui s'est passé, mais il disait toujours ne pas s'en rappeler, même s'il s'en souvenait parfaitement. Jeff découvrait une autre facette de lui lorsqu'on lui enlevait ses bandages. Le teint pâle, le sourire incrusté dans le visage, il aimait ce nouveau look. Une fois de retour à la maison, il s'efforçait. Il devait résister à son envie de mutilation jusqu'au coucher de la nuit où il se coupait les paupières pour ne plus dormir. L'heure était venue, Jeff the Killer allait frapper. S'armant d'un couteau et d'une ceinture, il partait à la chasse. Un rire sinistre résonnait dans la ruelle où il retrouvait ses agresseurs. Jeff rigolait à ne plus pouvoir arrêter. Tiens, celui qui a frappé son frère était là. Sa ceinture était utilisée comme un fouet. Il frappait encore et encore, jusqu'à ce que sa victime perde la vie. Les deux autres étaient terrorisés. Jeff s'approchait d'eux en riant aux éclats. Une voix, en lui, disait de les éventrer et de se répandre leur sang sur le visage. Il avait vengé son frère. Il pouvait désormais vivre en paix avec lui-même, mais pas Jane. L'air glacial d'hiver lui irritait les poumons. Son visage, houillé par les larmes, était paralysé par le froid. Jane se tenait debout devant la tombe enneigée de son frère. Quelques mois avant, il était vivant, en pleine forme. Même s'il se détestait, même s'il était drogué, il était son grand frère. Et un malade mental lui a pris la vie, un certain Jeff. Schizophrène, mutilé, son visage n'avait plus l'air humain tant ses scarifications étaient profondes. Plus de paupières, plus de lèvres, la peau brûlée. Après avoir tué le pauvre frère de Jane par pure vengeance, il a été emprisonné avant d'être transmis dans l'hôpital psychiatrique du coin pour avoir essayé de tuer son camarade de cellule avec une lame de rasoir dans un gros éclat de rire. Jane lui en voulait. Elle voulait sa mort. Elle tenait à venger son défunt frère. Ça faisait 3 mois qu'elle cherchait un moyen de le rejoindre. Elle devait trouver un motif afin de se faire inculper dans cet hôpital psychiatrique. Mais son psychologue ne trouvait rien d'anormal chez elle, à part une grosse dépression due à son deuil qui n'arrivait pas à se faire. À vrai dire, elle lui cachait ce qu'elle ressentait réellement. Ses sentiments, sa douleur, son envie de vengeance. Elle ne voulait pas en parler à un inconnu. Sa longue chevelure d'un noir profond, un noir coupé par les flocons de neige venus s'y loger, flottait tendrement dans le léger soufflement d'un vent glacé. Son regard, plein de haine, venait de s'illuminer. Elle devait voir son psy d'urgence et laisser ses sentiments faire surface. Elle devait laisser sa douleur surpasser sa conscience et faire une crise de folie comme elle en faisait tous les soirs. Ses bottes traçaient les premiers pas dans la neige matinale le long de la rue qui menait chez le psychologue. Cherchant en elle-même sa propre douleur, elle s'efforçait à pleurer devant la secrétaire, criant qu'elle devait voir le docteur Zarenberg immédiatement. Mais la secrétaire refusait de la laisser passer sans rendez-vous. Ce n'est qu'une fois que le docteur Zarenberg est venu demander ce qu'il se passait, à l'entendre de ses cris, qu'il l'a amenée dans son bureau. Les joues pleines de larmes, elle essayait de lui expliquer ce qu'elle ressentait. Mais ses mots s'évaporaient dans ses sanglots. Sa douleur faisait surface, et elle se contentait de se cramponner les cheveux. Se souvenant qu'elle devait se faire incarcérer d'urgence, elle commençait son plan par se taper la tête sur le bureau, plusieurs fois de suite, attendant une réaction du psychologue. Mais celui-ci ne réagissait pas. Il ne faisait que prendre des notes. Est-ce qu'il la prenait pour un sujet? Jane était-elle un rat de laboratoire à ses yeux? Après avoir poussé un cri, mélangé entre rire et pleurs, elle attrapait les ciseaux d'un geste vif. Ils étaient posés à côté du docteur Zarenberg, mais étaient accessibles tant il prêtait attention à ses notes. Ce n'est qu'en voyant qu'elle se tailladait le bras qu'il s'est mis à agir. L'immobilisant contre le bureau, il appelait sa secrétaire pour qu'elle appelle de SAMU
à qui il a ordonné de l'amener d'urgence dans l'asile le plus proche pour psychose, dépression nerveuse, dédoublement de la personnalité et attirance suicidaire. Après s'être débattu et avoir été attaché de force sur un brancard, sa respiration commençait à se calmer. Jane fermait les yeux en souriant. Son plan avait fonctionné. Elle allait enfin pouvoir passer à l'acte. Ses pensées s'estompaient avec une douleur aiguë, insupportable, dans le bras. Sa vision se floutait. Jane s'endormait tendrement sous l'effet du calmant injecté par les ambulanciers. Sa tête lui faisait mal. Elle se réveillait dans une salle étroite, blanche et vide. Une caméra de surveillance, se trouvant au-dessus de la porte d'entrée de sa chambre, était tournée vers elle. Sa mémoire flanchait. Elle ne savait pas où elle était, ni ce qu'elle faisait là. Ce n'est qu'en regardant ses pansements au bras qu'elle s'est souvenue de son acte désespéré chez son psychologue. Elle ne portait plus sa tenue préférée, avec ses bottines noires et son t-shirt où était dessiné le logo de son groupe préféré. Cette tenue était remplacée par une robe de chambre d'hôpital. Était-elle dans le bon asile? Et si Jeff se trouvait autre part? Elle a été envoyée d'urgence dans l'hôpital psychiatrique du coin, mais rien ne lui disait qu'elle était au bon endroit. De plus, mis à part ce que tout le monde connaissait de Jeff, elle ne savait rien de lui. Jeffrey Dahmer et Maxime Dahmer, c'est-à-dire son frère, étaient persécutés car Jeffrey était homosexuel et Maxime un jeune homme timide et influençable. Ça faisait d'eux les têtes de turc du quartier, ce que les autres s'amusaient à embêter. Lorsque Maxime Dahmer est décédé suite à une agression, la fragilité de Jeffrey a explosé et c'est ainsi qu'il est devenu le psychopathe connu comme Jeff the Killer. D'après certaines rumeurs, après le carnage qu'il a fait en tuant le frère de Jane, Jeff a tué sa propre mère, veuve depuis peu, et plusieurs cadavres dépecés ont été retrouvés chez lui. Homosexuel, nécrophile, cannibale, schizophrène et psychotique. Voilà comme il était désigné dans sa petite ville. Il faut être suicidaire pour s'enfermer volontairement avec lui. Ses pensées s'estompaient lentement. Elle était allongée, tranquillement, réfléchissant à ce qu'elle pouvait faire pour atteindre Jeff, s'il était dans cet asile. C'est là que la porte s'est ouverte. Une femme entrait dans la chambre, la mine fatiguée, des cheveux mi-longs bruns et ébouriffés, vêtue d'une tenue d'infirmière. Elle venait voir Jane afin de lui expliquer le règlement de l'hôpital et la ramener dans la salle de séjour. Une grande salle où se trouvaient des hommes et des femmes. Une télé était fixée sur un mur. Elle offrait à quelques spectateurs un dessin animé. Plusieurs tables étaient placées de façon aléatoire. Certaines d'elles avaient été créées des feuilles, d'autres avaient des jeux de société. La vue de Jane s'est arrêtée sur une chevalière de coiffer. L'homme se tenait face à un mur et rigolait avant de la regarder. Un visage brûlé, pas de paupières, pas de lèvres, un sourire greffé au couteau sur ses joues. Le cœur de Jane s'est mis à battre aussi rapidement que fort. Le regard de Jeff soutenait le sien. Un regard noir, froid et vide fixait Jane durant quelques secondes avant de se détourner à nouveau vers le mur. Le malaise la gagnait, elle ressentait un sentiment de peur. L'infirmière chuchotait quelque chose à l'oreille de Jane. Elle lui expliquait que Jeff a perdu son frère et son père le même jour. Frère assassiné, père suicidé. Après ça, il s'est noyé dans sa douleur car ça l'a brisé, lui laissant uniquement des fragments de personnalité tout aussi barrés les unes que les autres, l'entraînant dans une folie schizophrène et psychotique, le forçant à aller dans le morbide. En entendant ces mots, revoyant ce regard en boucle dans la tête, Jane ressentait une sensation d'effroi lui traverser le corps. Elle avait peur de Jeff. Quelque chose, ou du moins quelqu'un, tirait sur la tenue de Jane comme pour l'appeler. Un homme était assis, regardant un jeu d'échecs. Son visage cerné avait des traits douloureux, son regard était vitreux. Il insistait sur Jane, comme s'il s'attendait à ce qu'elle le rejoigne dans sa partie. Mais elle était trop... sous les effets désagréables de la chair de poule et du sang-froid que la peur de Jeff lui inspirait. Dans ses yeux, elle y a vu le diable, lui riant au nez d'un air insolent, comme pour lui dire qu'elle ne pourra rien faire face à ce monstre. Sa tête était baissée, dans ses yeux, elle y a vu le diable, lui riant au nez d'un air insolent, comme pour lui dire qu'elle ne pourra rien faire face à ce monstre. Sa tête était baissée, sa longue chevelure noire cachait ce qu'on pouvait distinguer de son visage, et ses jambes tremblaient jusqu'à ce que quelque chose de chaud et doux venait se poser sur sa main. Une voix qui lui semblait venir d'un autre monde tant elle était douce lui demandait si elle voulait partir. En effet, elle voulait partir, mais pas de cette salle. Elle voulait partir de ce monde. En levant la tête, Jane s'attendait à voir un ange, mais découvrait,
avec dégoût le visage de l'infirmière qui l'a tiré doucement par le bras en dehors de la salle de séjour pour lui faire visiter sa nouvelle demeure. 3 jours étaient passés. Elle avait réfléchi durant de longues heures, allongée sur son lit, dans cette salle blanche. D'après ce qu'elle avait pu observer, les caméras n'étaient jamais surveillées par la sécurité et les médecins. Elles servaient uniquement de preuves, de témoins, lorsqu'il se passait quelque chose. Il fallait trouver les failles de cet hôpital. Mais ce n'était pas si facile en restant dans cette petite chambre, si loin de Jeff. Mais elle venait d'arriver. Il fallait qu'elle se fasse petite pour le moment. Le plan était facile à retenir. Le hall d'entrée menait directement à la salle de séjour. Dans cette salle se trouvaient 4 portes, dont une était cachée derrière le petit comptoir. Vue de l'entrée côté hall, la porte à gauche de la salle menait à l'aile des hommes. La porte de droite menait à l'aile des femmes. Dans chaque aile se trouvaient des douches et des chambres dont chacune était équipée de toilettes. Au fond de la salle de séjour se trouvait un comptoir, où il y avait en permanence des médecins de garde. Derrière ce comptoir se trouvait une petite porte qui menait à l'aile du personnel. Il y avait des bureaux, une infirmerie et des dortoirs. Au fond de ce couloir, réservé au personnel, se trouvait une porte de sortie de secours. Enfin, la dernière porte est celle qui mène au hall d'entrée, mais était vachement sécurisée. Avant d'arriver au hall, il y avait un petit couloir qui menait à la cantine. Quelques rires résonnaient dans les couloirs, sortant Jane de ses pensées. C'était dimanche, le jour de la visite du prêtre. Coup de chance, elle allait pouvoir se lâcher, parler de Jeff et parler des failles de cet hôpital avec ce prêtre. D'après ce qu'elle entendait des discussions entre les patientes du dortoir des filles, il était assez facile à distraire et faisait souvent des bourdes. D'où ces rires. Il fallait qu'elle aille le voir, il fallait qu'elle en sache davantage. Dans la salle de séjour, la télé était éteinte. Quelques rares personnes jouaient à des jeux de société dans un petit coin avec Tommy. Au centre de la salle se trouvait le père Cunningham. Jane le connaissait bien, car sa famille est fermement catholique, l'obligeant à aller à l'église tous les dimanches. C'est depuis ce drame que Jane s'est rebellée et a refusé de retourner dans une église. Cunningham parlait à tout un regroupement assis devant lui, mais son regard semblait inquiet. Il essayait de ne pas croiser celui de Jeff, qui abordait son célèbre sourire. Un sourire qu'il caressait du bout de ses longs doigts fins et difformes. Le prêtre ne s'attendait probablement pas à voir Jane s'asseoir devant lui. Il avait même l'air surpris en la voyant. Il ne savait pas qu'elle était internée ici avec Jeff. Il connaissait l'histoire de Jeff, il savait ce qui s'était passé. Il le craignait de toute son âme. Il le voyait comme le glaive de Satan. Tout le monde voyait Jeff comme un monstre, le diable en personne. Ce n'est qu'au bout d'une bonne demi-heure, qui semblait interminable aux yeux de Jane, que la porte était ouverte pour aller lui parler. Et elle ressortait de cette discussion avec une information cruciale. La porte menant au hall n'était pas très sécurisée finalement. Elle s'ouvrait avec une clé que les médecins surveillants se passaient, et il fallait un code. Elle avait pensé à 8361. Elle se rappelait avoir lu une brochure chez son psy. Dès qu'elle y allait, ses yeux fixaient souvent cette brochure portant les inscriptions. Le 8 mars 1961, une nouvelle maison pour les atteints de maladies post-psychologiques a ouvert ses portes. Le 8 du 3 de l'année 61. La télé était rallumée, la salle de séjour avait repris son ambiance de centre culturel pour les fous. Tommy, l'homme aux jeux de société, cherchait des concurrents pour jouer avec lui aux dames. Le médecin de garde était derrière son comptoir, taser en main. Devant lui était posée une petite meule ouverte où se trouvait une seringue au liquide rose bonbon, le célèbre calmant des asiles. Jeff, lui, se tenait toujours face à son mur. Il le grattait avec ses longs ongles crasseux. Non, il grattait pas le mur. Il avait écrit les mots « Go to sleep ». Va dormir en anglais. S'il écrivait ça, c'est parce qu'on lui répétait souvent qu'il donnait des cauchemars. Et il aimait les concepts d'une créature cauchemardesque, une sorte de Freddy de la vraie vie. Jane s'était assise devant la télévision et regardait les dessins animés avec d'autres patients. De temps en temps, elle allait voir Tommy pour faire une petite partie avec lui et le laisser gagner par respect. Le regard de Tommy était infiniment triste. On voyait qu'il était en grosse dépression. À chaque fois que c'était son tour de jouer, il se tenait la poitrine. Et à chaque fois qu'il gagnait, il remerciait sa mère de lui accorder la victoire. Apparemment, d'après Jane, sa mère est décédée et il l'avait élevé au rang de divinité. Mais la vérité était bien plus sombre. Après le décès de sa mère, le pauvre Edward Tommy Gain s'imaginait que l'esprit de sa mère était venu le hanter et qu'elle le forçait à tuer des jeunes femmes pour pas qu'il ne connaisse d'autres femmes qu'elle. Pire, il croyait qu'elle le forçait à faire des déguisements avec la peau de ses victimes pour retrouver son corps de femme. Il ne supportait pas qu'on l'appelle Edward, ou simplement Ed, car c'était comme ça que sa mère l'appelait,
et elle désirait lui laisser exclusivement ce droit. Aussi étrange que ça puisse paraître, Jane aurait préféré être enfermée avec 1000 Tommy qu'avec un seul Jeff. Celui-ci se mettait souvent un rire psychotique et sans raison. Il devait probablement se remémorer ses anciens meurtres. Le temps passait lentement, même dans les asiles, le dimanche avait l'air plus long que le reste de la semaine. Une sonnette se déclenchait. Il était midi. Jeff se levait d'un bond. Apparemment, il avait faim. Jane se précipitait de sortir avant d'avoir à faire face à Jeff. Elle était venue pour le tuer, mais elle n'avait pas la force de simplement le regarder. Elle était terrifiée par l'intensité de la noirceur de son regard. La cantine était vaste, mais les tables étaient serrées. Lors des repas, les médecins faisaient des rondes dans les fins couloirs entre les tables et les couverts étaient en plastique. Une simple fourchette en plastique. Aujourd'hui, au repas, ils avaient droit au poisson pané avec de la purée. Un repas simpliste, mais qui était un des repas préférés de Jane. Elle se rappelait le goût de la liberté, sa mère, son père, son frère. Jeff était à quelques mètres d'elle. Il la regardait, faisant un signe de poignardement avec sa fourchette. Elle lui répondait par un regard plein de noirceur avant de se lever, la fourchette en main, serrée fermement. Les patients n'avaient pas le droit de se lever de table avant la sonnerie de 12h30, et une infirmière avançait vers Jane, hésitante. Jane, elle, se contentait d'avancer vers Jeff et vers l'infirmière. Jane a alors lâché sa fourchette, son corps était raide, et elle gémissait. Un médecin l'avait paralysée avec son taser, car il croyait que la fourchette était destinée à la gorge de l'infirmière. 3 médecins sont alors venus la paralyser, et Jane hurlait qu'elle voulait sa mort. Un hurlement qui éclatait en éclats dans les murs froids de la cantine. Bien sûr, elle parlait de Jeff, et non de l'infirmière. Jane se débattait jusqu'à ce que... Une douleur aiguë venait lui traverser la cuisse. Le liquide rose de la seringue se baladait dans son sang. Camisole de force, chambre d'isolement. Jane a vécu 2 jours dans une nuit cauchemardesque, sans même pouvoir bouger ni manger. À sa sortie, le directeur de l'établissement l'attendait avec 2 médecins. Il lui faisait la morale, mais elle n'écoutait pas. La salle de séjour était toujours pleine de vie, pleine d'enfants dans des corps d'adultes, pleine de terreur envers Jeff. Tiens, Jeff, il avançait vers Jane. J'aime beaucoup ton état d'esprit, petite. Tu es une infirmière ici. Devant les médecins et agents de sécurité, c'est du génie, t'as dit grand. J'aimerais partir d'ici, loin de tous ces ploucs. Je pensais partir quand t'es venu. Et tu sais que mon frère t'aimait? Et que ton putain de frère l'a tabassé car il voulait pas le voir s'approcher de toi. Mon frère était mal, il déprimait. Et un jour, ton frère a tué le mien. Voilà ce que je suis devenu. Et j'ai tué ton frère. Et t'es devenu comme moi. Partons d'ici, amusons-nous. Utilisons notre passion du meurtre pour assassiner tous les déchets. Les dealers, les violeurs. Je suis le glaive de Dieu. Et toi, Jane, tu seras mon assistante. L'après-midi est passé à une vitesse hallucinante. Leur plan d'évasion était fin prêt. Il leur fallait attendre la nuit, mais avant ça, Jeff s'est mis à hurler de douleur. Il suppliait le gardien de venir le voir pour l'amener à l'infirmerie. Il souffrait. Pendant ce temps, Jane s'était installée paisiblement près de Jeff. Pendant que le gardien s'occupait de Jeff, qui s'écrasait de tout son poids sur le sol, Jane attrapait lentement la clé du hall dans une de ses poches. Désormais, il leur fallait attendre la tombée de la nuit. Jane attendait tranquillement dans son lit le signal de Jeff, mais il ne venait pas. Elle attendait impatiemment de pouvoir sortir d'ici, pouvoir tuer Jeff et rentrer enfin chez elle au chaud. De longues minutes, de longues heures s'écoulaient. Elle commençait à perdre espoir. Il n'y avait aucun bruit, rien du tout. Seulement le bruit de la porte du dortoir des filles, suivi d'une clé dans la serrure de la porte. C'était le signal. Elle sortait lentement, tranquillement, et Jeff lui faisait des signes comme quoi elle devait s'abaisser. Il avait volé la clé du gardien de nuit qu'il avait assommé juste avant. Pendant sa simulation de douleur, il avait réussi à prendre la clé de la chambre des hommes. Le gardien a probablement dû prendre un double pour ne pas se prendre un savon par le directeur s'il annonçait avoir perdu les clés. Jane entrait le code, qu'elle pensait bon. 8, 3, 6, 1. Et il était valide. Il ne leur restait plus qu'à sortir et ne pas se faire repérer. L'air glacial d'hiver lui irritait les poumons. Son visage, mouillé par les larmes de joie, était paralysé par le froid. Jane se tenait debout, observant le visage psychotique de Jeff. Ils avançaient, côte à côte, de leur tenue d'hôpital. Ils marchaient côte à côte, Jeff et Jane, le soleil et la lune, le jour et la nuit.
Ils allaient droit dans la direction d'un magasin de vêtements. Mais il fallait faire vite, car l'alarme se déclenche toujours au bout de 2 minutes du premier mouvement. Ils en sortaient à l'identique l'un et l'autre, au blanc à capuche, jeans noirs et Converse. Mais Jane avait craqué sur un masque accroché derrière le comptoir. Elle n'avait pas pu résister, elle devait le prendre. La neige avait fondu durant son séjour. Les rues vides, froides, avaient l'air tristes. Ils marchaient, côte à côte. Jeff n'arrêtait pas de parler. L'humain ne peut comprendre ma motivation. Moi, Jeffrey Dahmer, je suis l'élu de Dieu. Je tue les pécheurs et hors-la-loi, et je mange leur chair afin d'exercer leurs péchés et leur offrir le pardon divin. Mon visage est le reflet de leur personnalité. Jane n'en croyait pas un mot et se contentait de répondre d'eux-mêmes. La lune était au sommet du ciel noir et étoilé. Le sol mouillé reflétait la faible lumière lunaire qui dansait entre les dalles de pierre. Cette rue, si calme, si silencieuse, était celle de Jeff. Ils entraient dans sa maison, sale et délabrée. Les araignées avaient fait leur logement sur les murs crasseux et poussiéreux. « Attends ici, Jane. En tant qu'assistante, je vais te chercher un petit quelque chose. » Jane attendait, pas rassurée, dans cette maison noire et malodorante, que Jeff revienne. Les araignées autour d'elle la rendaient parano. Quelques bruits sourds résonnaient avant que Jeff ne revienne, un couteau en main. Il s'approchait d'elle lentement, avec un grand sourire, ce qui faisait ressortir celui qui était taillé sur ses joues. Il était terrifiant à voir, et Jane n'osait pas bouger lorsque Jeff l'a agrippé par les cheveux en montrant le couteau. D'un coup, une idée lui venait à l'esprit. Elle lui tendait la main. Jeff émit alors un petit rire étouffé avant de la lâcher et de lui donner le couteau. Ils avançaient dans le vaste quartier. Des fragments de rire étaient audibles, et Jeff riait doucement à cette entente. Au fond d'elle, Jane était fascinée, attirée. Elle ne savait rien de lui, et il fallait avouer qu'elle le trouvait intrigant. Quelle sorte d'homme assassine froidement des humains et enfants de sexe masculin et ingurgite leur chair en croyant ingurgiter leurs péchés? Et garde-t-il le sourire après ça? Demain ne suffirait pas à compter le nombre de rires qu'il lâchait le long de la traversée du quartier. Elle tenait toujours son masque en main, et imaginait bien Jeff commettre ses meurtres avec un masque de hockey. Elle n'avait toujours pas oublié qu'elle devait le tuer. Elle attendait juste les bons moments. Elle attendait de pouvoir le détruire avant de lui retirer la vie. En attendant, elle devait se plier à sa volonté. Et la volonté de Jeff s'arrêtait sur un petit groupe d'hommes âgés, des sans-abri, ivres. « Tu vois cet homme en fauteuil roulant là-haut? Il te fait pitié, hein? Sache que cet homme est connu comme étant Monsieur Gros-Roland. Et c'est un pédophile. Il a tellement été traîné à la barre du tribunal dans sa vie que la justice ne se donne même plus la peine de le punir. Il est là, en liberté. Combien d'enfants est-ce qu'il a détruit? Tu sais ce que tu dois faire. Moi, je m'occupe des témoins. » Jane s'est approchée du vieil homme. Il l'a regardée, l'a dévisagée. Quelques vagues souvenirs se réveillaient chez elle. Elle était enfant, et cet homme était à la barre du tribunal. Son frère était debout, au banc des victimes. Elle se souvenait des larmes de son frère à la sortie. L'homme regardait Jane avant de fixer le couteau, les yeux humides. Elle ne le regardait plus. Elle regardait Jeff commettre un massacre avec son couteau. Prenant la tête de sa victime, Jane le tournait vers ses amis, décédés. Avant même de pouvoir crier, la lame du couteau avait ouvert la gorge du vieil homme. Il se vidait de son sang, gémissant, jusqu'à son long et dernier souffle. Elle se sentait bien. Elle savait que son frère aurait apprécié cet acte. Il en avait tellement parlé. « Attends ici, Jane. Je reviens dans 2 minutes. » Elle attendait, seule hormis 4 cadavres. Les minutes passaient et Jane se demandait s'il allait revenir. S'il l'avait laissé en plan. Ce n'était 10 longues minutes plus tard que Jeff est arrivé avec un camion blanc qu'il venait de voler. Remontant les cadavres dans la voiture, elle se demandait ce qu'ils allaient devenir une fois que les agents de l'asile auraient remarqué qu'ils étaient en vadrouille et que toute la police de la région serait à leur recherche. Jeff roulait lentement, prudemment, avant de s'arrêter devant une petite maison. C'était chez Vincent Rallen, un des amis du frère de Jane, un dealer qui raquette les passants après leur refus d'achat. Ils allaient devoir rentrer et le tuer, sans faire de bruit, sans réveiller la famille. Et cette idée déplaisait à Jane. Derrière la maison se trouvait une porte, dans le sol.
Jeff la connaissait bien, il a passé du temps assis sur cette porte à se faire frapper. Elle était tout le temps ouverte et était leur porte d'entrée et de sortie. Le sous-sol était noir mais vide. Ils essayaient de trouver le chemin des escaliers. Dans le salon, la télé était allumée, mais était recouverte par des ronflements féminins. La chambre de Vincent était tout au fond du couloir, reconnaissable face aux autres dues aux marques de coups faits de l'intérieur. Marchant sur la pointe des pieds, ils entraient silencieusement dans la chambre. Le réveil indiquait qu'il était 2h46. Vincent était allongé sur son lit. Il ne dormait pas, mais il lisait, des écouteurs dans les oreilles. Jeff s'est allongé et a rampé à côté du lit. Jane est venue s'y asseoir, expliquant à Vincent qu'elle s'était échappée pour lui et qu'il devait partir. À ce moment précis, Jeff a sauté en riant et lui a scalpé la gorge. Son haut blanc était aspergé de sang. Pour faciliter la descente, ils avaient jeté le cadavre par la fenêtre. Il est l'heure de faire tes preuves, Jane. Jeff conduisait encore et encore. Il tournait en rond, riant aux éclats, avant de s'arrêter devant la maison de Jane. Fais-moi preuve d'allégeance en tuant tes parents. Jane acceptait avec un sourire sadique, une lueur psychotique dans le regard qui a littéralement terrifié Jeff, qui attendait sur le trottoir. Elle avançait vers la maison. La porte était ouverte, des cris et fracas retentissaient, des hurlements de douleur, des hurlements qui appelaient Jane. D'un coup, la porte est ouverte avant d'être claquée à pleine puissance. Une jeune femme venait de sortir. Elle portait un haut noir à capuche, un pantalon et des bottines noires. L'inverse de la Jane qui est entrée dans la maison et n'avait pas tué ses parents. Ils hurlaient parce qu'ils la voyaient, et son visage était désormais masqué. Elle avançait d'un pas vif et rapide. Son long couteau venait se planter dans l'estomac de Jeff qui crachait du sang. Non, Jeff n'était pas le greffe de Dieu. Non, Jeff n'était pas la rédemption. Il n'était qu'un malade mental, un sadique, un psychopathe borné voulant devenir le gentil. Elle lui déchiquetait littéralement le visage. Le pauvre Jeff était pris par surprise et perdait l'équilibre. Sa vision se floutait et Jane lui martelait le crâne avec ses bottines. C'était la fin. Jeff venait de sortir son dernier souffle et les sirènes retentissaient au loin. Et ben voilà, j'espère que cette histoire vous aura plu. J'espère que vous la trouvez intéressante. C'était ma version, c'est différent de la version originale, complètement différent même. Mais j'espère que ça vous plaît. Et maintenant un petit bonus pour vous. Je l'avais noté au début de vidéo. Je vais vous lire la première page de mon nouveau roman. Dès son arrivée sur les terres gauloises, Jules César regardait l'horizon, l'air pensif. Une longue étendue montagneuse se trouvait face à lui, encerclée d'une large forêt d'où provenaient des cris d'animaux. Un étrange sentiment de confusion l'envahissait petit à petit. Enfant, il a entendu parler de ce pays, la Gaule. On lui avait raconté des histoires de fantaisie à propos de créatures vivant dans ces bois, des monstres sanguinaires à allure attirante. Un chant retentissait, au loin, et une odeur d'hydromel se promenait paisiblement dans l'air. En haut de ces collines se trouvait un palais aux allures de forteresse et d'un intérieur fort élégant. Au fond du hall d'entrée, qui était gigantesque, se trouvaient 3 personnes. Le plus grand était Ambigatus, l'homme aux 2 faces, le grand roi légendaire. Sa taille était imposante, sa barbe soyeuse était d'une longueur que personne ne pouvait imaginer. Il se tenait debout, accompagné de Bellovessos et Ségovessos, ses neveux orphelins, ses héritiers. Ils attendaient, impatients, une visite assez spéciale. Une musique folklorique retentissait, assourdie par les épais murs du palais. C'était une journée festive. Tous les ans, Ambigatus fêtait la première lune ronde du printemps. Elle représentait l'anniversaire de l'alliance entre les Celtes et le peuple des bois, qui eux, n'étaient étrangement pas présents. La mine grave, les traits balafrés d'Ambigatus se durcissaient en voyant l'absence de ces êtres étranges, mais pieux. Dans la cour, on pouvait entendre un petit groupe rire aux éclats. Le fou du village avait bu un peu trop d'hydromel, voire beaucoup trop, et racontait ses aventures vécues, aventures venant probablement de son imagination, en animant ses paroles par de grands gestes malchanceux, le faisant tituber et même tomber. Autour d'eux se trouvaient des centaines et centaines d'animations différentes, des combats entre soldats, des espaces pour enfants, des bouffons essayant de satisfaire la foule, sans oublier le druide du village essayant de vendre sa camelote. Non loin de là, au centre des bois, le calme était à son comble. Tout le monde était aux aguets, au sommet d'arbres, regardant avec méfiance l'armée romaine traverser la forêt. La lumière céleste passait entre les feuilles,
laissant apparaître des rayons d'un soleil couchant qui dansaient sur les silhouettes armées jusqu'aux dents qui traversaient le lieu, la conscience tranquille, sur le dos de leurs chevaux de guerre. Ils ne s'en rendaient pas compte qu'ils étaient surveillés par tout un village d'Eldewa. Ils ne savaient pas qu'ils étaient visés par une centaine d'arcs elfiques. Et s'ils avaient su, par Dieu, ils s'en seraient rongés les doigts. Au centre de ce petit groupe d'hommes se trouvait ce qui semblait être le chef d'armée. Il se tenait droit sur son cheval et son armure d'argent brillait. Sa cape de soie rouge se balançait dans le doux sifflement du vent qui traversait la forêt. Jamais il ne se serait douté que, quelques mètres au-dessus, Grimel Mort, le meilleur des archers des elfes de Woodland, attendait l'ordre de lancer sa flèche. De l'autre côté de cette large étendue de verdure, il y avait des montagnes, de hautes et longues montagnes qui cachaient d'étranges secrets. Fut un temps, elfes des neiges et nains cohabitaient. C'était une belle époque, pleine de richesses pour le peuple celte. Mais un jour, une vouivre apparut, gigantesque, crachant du feu. Elle détruisait tout sur son passage, et cette fameuse montagne n'en est pas sortie indemne. Les habitants de ces souterrains se sont fait décimer par toute une armée d'orques avides de sang. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.